1 559 520. En minutes, c'est le temps qui sépare la fin des épreuves à Tokyo en 2021 du début des épreuves à Paris cette année. Et 1 minute, c'est plus que le temps qu'il a fallu à Alex Portal, athlète de paranatation, pour parcourir les 100 mètres du bassin lors de la finale du papillon en septembre. Tu l'as compris, pendant de longues années, les sportifs de haut niveau se préparent pour des épreuves qui ne durent que quelques instants. Et tu t'en doutes, c'est au niveau du mental que c'est le plus important. Comment devient-on un champion, capable de répéter les mêmes efforts pendant des années pour être le plus performant le jour J ? Cette année, plusieurs milliards de personnes ont regardé au moins une épreuve. Et les athlètes doivent donner le meilleur d'eux-mêmes, et ce, sous le regard de millions de perdus scrutant leurs moindres faits et gestes. Sur Verso, on a l'habitude de parler d'écologie. Mais cette fois, on va se pencher sur la pratique sportive. On va rencontrer des athlètes comme Alex Portal, nageur paralympique, quadruple médaillé en 2024, et Garance Blot, athlète de course à pied. Alors, avec Jérémy, on va leur poser la question. Comment devient-on un champion ? Et surtout, comment en tant qu'athlète, on se prépare à de telles épreuves ? Comment mener une vie normale en parallèle d'une vie de sportif de haut niveau ? Allez, tu viens ? Merci beaucoup Chloé. On va le voir, ces deux sportifs représentent d'abord deux histoires très spéciales. Alors on va leur poser la question, comment on devient un athlète professionnel ? Salut Alex, ici on est à la piscine de Saint-Germain-en-Laye, c'est là que tu t'entraînes. Pour commencer, est-ce que tu peux nous résumer ton parcours ? Salut Jérémy, ouais alors mon parcours c'est vrai que ça fait longtemps que je nage, j'ai commencé la natation à 5 ans, fait mes premières équipes de France en 2016 quand j'avais 14 ans. Je fais plusieurs compétitions internationales et nationales, plusieurs titres et médailles à ce niveau, donc voilà, grosso modo jusqu'à aujourd'hui c'est comme ça. Et alors comment tu te prépares aux épreuves ? Il y a beaucoup d'entraînements, là je m'entraîne 10 entraînements par semaine dans l'eau, 3 hors de l'eau. On fait une planification qui peut durer sur plusieurs cycles de semaines. Pour justement travailler soit le fond avec l'aéro, soit la vitesse, soit la technique. Et après voilà, là par exemple l'année prochaine on va préparer les championnats du monde et on va du coup caler tout le rythme pour être prêt à ce moment-là. Après voilà, c'est pour ça qu'on essaye dans la préparation quotidienne de maximiser les petits détails, la nutrition, le sommeil, la récupération, tout ça. Donc c'est des choses qui sont très importantes pour justement essayer de minimiser ces pertes-là, quoi. Bon, et puis tu as brillé lors des épreuves cet été. Comment as-tu vécu cette expérience ? Franchement, c'était tout simplement dingue. Je pense que c'est la plus belle compétition que j'ai vécue de ma vie. Je reprends avec 3 médailles d'argent et 1 de bronze. Le public, c'était quelque chose d'assez incroyable. D'avoir mes proches aussi dans les tribunes. Ma mère qui était au bord du bassin en tant que starter et bien sûr avec Kylian au bord du bassin aussi, c'était quelque chose d'assez formidable. Je pense que ça marquera à vie. Bonjour Garance. Alors, on est ici à Marseille. Ce lieu, qu'est-ce qui t'évoque ? Comme tu le vois, on est dans les hauteurs de Marseille, sur le site du réservoir de Partiba de la Société des eaux de Marseille. J'adore cette ville. Je l'ai découverte il y a 1 an en venant faire une césure durant mes études dans l'hydraulique. D'accord, donc c'est ici que tu travailles. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours ? Alors, je travaille pour Veolia depuis 6 ans. Donc j'ai fait 5 ans en Île-de-France en tant que chargée d'affaires à la direction commerciale. Et là, depuis 1 an, je suis à la Société des eaux de Marseille et je travaille sur tous les sujets, environnement, biodiversité, déchets. Bon, on l'a vu, Alex et Garance ont vécu des expériences assez incroyables. Mais s'ils peuvent vivre cette carrière d'athlète de haut niveau, c'est aussi grâce à une adaptation de leur carrière professionnelle pour mener de front les deux. Je vous explique. Alex et Garance ont un point commun. Ils font tous les deux partie du programme Talents and Champions de Veolia. Alors Alex, dis-moi, comment mènes-tu ta vie de sportif tout en poursuivant tes études ? Et est-ce que le programme Talents and Champions de Veolia t'a aidé à combiner les deux ? Donc à l'heure actuelle, là, je suis en 3e année en école d'ingénieur. C'est assez généraliste, mais après j'aurai le choix sur ma majeure. L'année dernière, j'ai pu dédoubler mon année pour pouvoir avoir un peu plus de temps pour l'entraînement. C'est vrai que c'est pas facile tous les jours avec justement les entraînements le matin et le soir. Il y a pas mal de moments où je rate les cours parce que je suis en stage, en compétition à l'étranger ou même en France. Et après, l'avantage du programme Talents and Champions de Veolia, c'est qu'il m'accompagne beaucoup, notamment sur les stages, où ils me permettent justement d'avoir des horaires aménagés pour que je puisse continuer à m'entraîner dans de bonnes conditions. Si j'ai besoin de conseils ou d'aide sur tel ou tel sujet, ils sont toujours présents pour moi. Tu es également sportif de haut niveau. Est-ce que tu as pu rencontrer un peu d'autres sportifs au sein de l'entreprise ? Oui, grâce à Talents and Champions, on s'est rencontrés plusieurs fois. On s'est suivis et on s'est encouragés après les grosses compétitions. Et donc Garance, pour en savoir un peu plus, est-ce que tu peux nous décrire une journée type en tant que sportif de haut niveau ?
l'année est vraiment organisée aussi en fonction de sa saison sportive. C'est comme ça qu'on définit le programme d'entraînement avec les stages et les périodes de montée en charge et de redescente. Et j'ai toujours travaillé à côté, donc en fait mes entraînements se faisaient le matin ou parfois sur la pause déjeuner ou le soir et puis surtout une grosse partie le week-end. Tu l'as vu, l'accompagnement est décisif pour les sportifs. Les entreprises leur offrent non seulement un soutien financier, mais aussi l'occasion de transmettre des valeurs qui peuvent porter à l'international lors des compétitions. Parlons justement des compétitions. Je ne t'apprends rien, un sportif de haut niveau voyage. Beaucoup, énormément même. Et voyager, on l'a déjà dit sur cette chaîne, est l'un des principaux facteurs d'émissions de carbone. Pour un sportif, ce qui est polluant, ce n'est pas le sport en lui-même, sauf certaines exceptions comme le sport automobile, mais bien les compétitions et les équipements. Alors, quels sont les facteurs polluants lors d'une compétition ? Que ce soit pour les spectateurs ou pour les athlètes, les déplacements constituent un facteur majeur. À eux seuls, les déplacements des milliers de spectateurs représentent 80% de l'empreinte carbone totale d'un événement, selon une étude de Carbone 4. Ensuite, il y a les sites de compétition qui consomment énormément de ressources, une grande quantité d'énergie pour l'éclairage sophistiqué et les systèmes de climatisation massive. Donc ces installations sont extrêmement énergivores. Si l'électricité utilisée provient de sources polluantes ou de combustibles fossiles, cela alourdit immédiatement le bilan écologique. Parmi les autres facteurs importants, on trouve les matériaux et les infrastructures. La construction de grandes salles, de piscines, leur entretien constitue également des sources importantes d'émissions. Cela soulève le débat de l'éco-conception. Comment organiser des événements éco-responsables grâce à des infrastructures qui minimisent leur impact écologique ? On peut notamment envisager l'utilisation de matériaux recyclés, d'éclairage moins énergivore ou encore une gestion efficace des déchets générés lors des événements. La piscine en kit entièrement démontable, déployée cette année pour les épreuves de natation, est un bon exemple de ce qu'il est possible de faire pour limiter l'impact environnemental du sport. Et tu t'en doutes, on ne pourra pas réduire les émissions sans repenser notre expérience du sport, notamment en limitant les déplacements. Ce sont autant de questions essentielles pour réduire le coût écologique des compétitions. En attendant, les athlètes prennent les choses en main. Ils intègrent petit à petit des gestes écologiques dans leur pratique sportive. Allons voir ça de plus près. Donc Garance, on est devant une mare, est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit ? Alors cette mare, elle est un peu particulière parce que c'est la Société des eaux de Marseille qui l'a créée l'année dernière. En fait, on a réutilisé l'eau de Pissette du réservoir derrière nous. L'eau de Pissette, c'est un filet d'eau qui s'écoule en continu pour réaliser les analyses, pour voir les différents paramètres de la potabilité de l'eau. Et en fait, elle était rejetée dans le milieu naturel et on a eu l'idée de la récupérer et de la tirer à travers une petite canalisation pour créer avec nos partenaires Colinéo et Biotechna une mare qui constitue en fait un point d'eau pour la faune, la flore, la biodiversité en milieu urbain. Et toi, comment tu réussis à associer écologie et sport au quotidien et d'ailleurs en quoi ça concerne ton travail aussi ? Dans le cadre de mon travail, je suis chargée des projets environnement, biodiversité, déchets, etc. Donc c'est mon quotidien. Plus loin que ça, c'est aussi des convictions personnelles. Et donc au quotidien, alors j'essaye de me déplacer autant que je le peux à vélo, de limiter les emballages. Par exemple, dans ma pratique sportive, on doit consommer pas mal de glucides, donc des barres, des gels, etc. Ça, de les préparer maison autant que se peut, de prendre des équipements plutôt durables. Idéalement, il faudrait limiter les compétitions à l'international ou quoi pour limiter l'avion, mais je me déplace quand même le plus possible en train, à vélo. Donc on en a parlé, tu es athlète de course à pied. Justement, en quoi la nature est importante pour cette pratique ? J'ai découvert la course à pied via l'environnement naturel. En fait, quand j'étais jeune à La Réunion, j'ai accompagné mon père sur ses sorties footing. Et donc en fait, j'ai toujours couru, que ce soit un peu dans les cirques ou sur le bord de mer à La Réunion. Et donc c'était vraiment indissociable. Et ensuite, j'ai découvert les tartans des pistes d'athlétisme, les clubs et les courses sur route chronométrées. Faire du sport en nature, je trouve que ça a un effet extrêmement bénéfique pour le mental, que ce soit après une journée de travail chargée où on a besoin de se vider la tête ou au contraire de mûrir une réflexion ou prendre des décisions, d'aller faire une sortie trail dans les Calanques ou juste un footing dans le parc Borelli à proximité. Une sortie vélo. C'est très lié, j'associe beaucoup sport et nature. Bon, en tant que nageur, tu le sais, les piscines sont souvent très énergivores, mais il y a eu des améliorations, notamment au centre aquatique de Saint-Denis. Est-ce que tu as pu les voir, ces améliorations ? En vrai, c'est vrai, oui, c'est très énergivore, les piscines, c'est le souci, je pense, du sport.
Je pense que les sportifs de haut niveau, quel que soit le sport, n'est pas les mieux placés en soi pour parler d'écologie, mais c'est important que chacun mette un peu sa pierre à l'édifice. Justement, moi chez Veolia, j'avais travaillé sur l'aération dans les piscines pour essayer d'avoir des systèmes d'aération qui sont de plus en plus efficaces pour justement limiter les coûts d'un côté pour les gérants de la piscine, mais aussi pour avoir un meilleur impact écologique. Et alors toi, personnellement, au quotidien, est-ce que tu mets en place des gestes pour améliorer ton empreinte environnementale ? J'essaye, comme tout le monde, je pense, de faire des petits gestes, d'aller à l'école en transport en commun, d'aller à la piscine à pied. Et moi, c'est quelque chose ici qui me tient à cœur dans mes études parce que je pense que je vais me spécialiser l'année prochaine dans une majeure qui s'appelle énergie et ville durable. Donc c'est tout ce qui est justement l'énergie renouvelable et les bâtiments intelligents qui sont soit autosuffisants, soit qui ont un bas coût en énergie. Après voilà, c'est sûr qu'en tant que sportif de haut niveau, comme je disais, c'est compliqué de toujours avoir l'empreinte carbone parfaite parce que voilà, on a besoin de se déplacer pour des stages et des compétitions. Mais bon voilà, on essaye forcément de prendre des compétitions qui sont au plus proches pour avoir le moins de déplacements possible et essayer de limiter ces empreintes-là. Super, merci beaucoup Alex. Au travers de cette vidéo, on a compris comment on accompagne et on fait apparaître des talents comme Alex ou Garance. Des talents passionnés qui, au prix de nombreux entraînements et de pratiques, peuvent atteindre leur objectif, devenir de véritables champions de haut niveau. Et ça passe par un accompagnement physique et mental, par l'adaptation de dispositifs pour leur permettre de consacrer le temps nécessaire à la pratique de leur sport, et par la préservation de l'environnement dans lequel ils évoluent. Des Alex, des Garance, vous en connaissez beaucoup. De nouveaux sportifs réalisent des exploits chaque année et pour chacun d'entre eux, cela représente des années de travail, d'entraînement et de progression. Bref, vous n'avez pas fini de voir apparaître de nouveaux champions. Merci à nos sportifs pour leur disponibilité et à toutes les équipes du programme Talents and Champions de Veolia qui nous ont permis de réaliser cette vidéo. Si ce sujet t'a intéressé, n'hésite pas à laisser un commentaire ou à t'abonner. Allez, à bientôt sur Verso!